Donc, ici, donc, comme on s'est dit tout à l'heure, on a des variables globales et des variables locales. D'accord? Donc, une variable locale, elle est uniquement accessible dans son scope. Le scope de la méthode initialize, ici, c'est la méthode initialize. Ce qui veut dire qu'en dehors de initialize, x et y ne sont pas accessibles. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est rendre les valeurs de x et y accessibles en dehors de initialize. Donc pour ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable globale x, que j'aurais pu appeler Toto, hein, mais c'est plus explicite de l'appeler x, qui va contenir la valeur de x. D'accord? Donc là, ce que je fais, c'est que @x va récupérer la valeur de x. D'accord? L'intérêt de cette variable @x, donc on va se dire @x maintenant, @x, c'est qu'elle est disponible dans l'ensemble de la classe. Donc, je vais pouvoir y accéder dans ma méthode x. Donc là, je peux retourner @x. D'accord? La même chose pour y. Donc ici, on a y. On expect. Donc, quand on écrit expect, on attend que le résultat de point.y soit égal à 20. Donc là, on devine qu'il y a aussi une méthode y dans la classe point. Et on veut que y soit égal à 20. Qu'est-ce qui était égal à 20? Le deuxième paramètre. Donc, y ici. Donc, ce que je veux faire ici, dans la méthode y, c'est retourner la valeur de y qui est contenue ici. Mais encore une fois, le y ici, sa portée, elle est locale. D'accord? Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est passer la valeur de y dans une variable dont la portée est globale. Donc, c'est simple. On va simplement faire ce qu'on avait fait pour y. Je vais créer une variable @y, puisqu'une variable précédée par un arrobase, c'est une variable globale. Et je vais lui passer la valeur de y. Est-ce qu'on peut accéder à x et à y en dehors de classe point? Non. Faire un dollar pour accéder ou... C'est simplement dans le modèle. Simplement dans le modèle. Donc là, je vais retourner arrobase y. D'accord? Donc là, si on veut tester ce fichier Ruby, on va simplement faire ça. Regardez. Là, je vais faire un point est égal point.new 1,2. Et là, je vais afficher point.x et point.y. D'accord? Là, je vais tester mon code depuis ma console Ruby. Donc c'est assez simple. Pour tester mon fichier, je vais simplement faire un Ruby vers le chemin du fichier. Donc mon fichier, il est contenu dans exo et il s'appelle soclass. Donc là, vous voyez, mon fichier Ruby me retourne 1 et 2. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai instancié ma classe point, je lui ai passé pour x 1 et pour y 2. Et là, j'affiche simplement la valeur qui m'est retournée par point.x, donc cette méthode-là, et point.y, qui est cette méthode-là, qui ne sont d'autres que des getters, donc des méthodes qui vont accéder aux valeurs passées dans initialize. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris les instances de variables, mais chaque instance, l'instance de classe, mais chaque instance de classe est indépendante. D'accord? C'est-à-dire que si maintenant, je me crée un point 2 est égal point.new et que je lui passe comme valeur 5 et 6, quand je vais afficher point2.x et point2
x.y, qu'est-ce que je vais récupérer là? 5 et 6, exactement. Parce que cette fois-ci, quand j'ai instancié ma classe point, je lui ai passé 5 et 6, d'accord? Donc là, les méthodes qui sont ici, là, x et y, elles sont propres à l'instance de classe. D'accord? Ça va pour vous ou pas ça? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, le point qu'on a ici, il est indépendant de point 2. Ok? Donc en effet, la variable qu'on a créée ici, elle est globale. En revanche, elle reste dans le scope du modèle. D'accord? Donc je ne peux pas y accéder en dehors du modèle. Donc là, si je fais ça, à votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Là, j'ai simplement passé le code que j'avais mis en bas en haut. Ça va fonctionner ou pas? Non. On va se faire un test. Là, ils me disent initialized, constant point. Pourquoi? C'est ça. Parce que là, le code, il est en haut. J'essaie d'instancier une classe qui n'a pas encore été créée. Ok? On ne peut pas instancier une classe tant qu'elle n'a pas été créée. Donc, à ce point-là dans le code, comme le Ruby, c'est du code bloquant, d'accord? C'est pas du code asynchrone. Là, on exécute chacune des lignes une par une, d'accord? Donc c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et là, on arrive à classe. À ce moment-là, la classe point n'existe pas encore. Ok? Donc là, on va continuer. On va faire la suite. Donc là, point est égal point.new. Donc on veut que point soit de classe point. Ok. Et on veut que point soit égal à point.x soit égal à 0 et que point.y soit égal à 0. Seulement, ici, vous voyez bien qu'on ne passe pas de valeur à point. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça sous-entend, ça? C'est ça. Que mon constructeur va avoir des valeurs par défaut si jamais je ne passe pas de valeur à mon instance de classe. D'accord? Là, actuellement, le code comme ça. Si je fais point est égal point.new, qu'est-ce que je vais obtenir à votre avis? C'est pas bon. Parce que comme pour une méthode, ici vous voyez, wrong number of arguments, on en donne 0 et lui il en attend 2. D'accord? Donc le fait de mettre des valeurs par défaut dans le constructeur, ça va me permettre d'appeler la classe sans devoir lui passer de valeur. Ok? Donc là je vais lui mettre x est égal 0 et y est égal 0. Donc je vais supprimer ça. Tac. Là je vais me faire un petit test. D'accord? Donc là, j'instancie ma classe point dans point sans lui passer de valeur. Là, on va voir ce que va nous retourner point.x et point.y. Et vous l'aurez deviné, c'est 0, 0. Exactement. Puisque je ne passe aucune valeur et que par défaut, mon constructeur définit x comme étant égal à 0 et y comme étant égal à 0. D'accord? Vous voyez ce charabia qui a un petit peu... Je sais que pour certains, ça c'est pas très compréhensible. Mais en fait... Le def initialize, comprenez simplement que c'est comme ça que vous allez pouvoir passer vos paramètres à votre classe. D'accord? Vous allez pouvoir faire autre chose aussi. Vous allez pouvoir définir des valeurs sans mettre de paramètres, par exemple. Mais comprenez que c'est ce qui est appelé lorsque vous instanciez votre classe. Donc les valeurs que vous mettez ici, imaginons que je mette @toto est égal hello, et qu'ici je fasse un def de Toto et que Toto return Toto. On va se faire plus simple encore. Si ici, dans mon initialize, je fais un put de hello, au simple appel de la classe, je vais recevoir hello.
puisque initialize est automatiquement appelé lorsque vous appelez la classe. D'accord? Et en passant des paramètres à initialize, ça me permet de passer des paramètres à ma classe. Ça va pour vous jusque-là ou pas? Ouais? Ok, cool. Donc, voilà. Ce test-là, on vient de le passer ensemble. Ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de passer des valeurs par défaut à X et à Y. Ok? Donc là, on a un autre test qui va faire des opérations. D'accord? Donc ici, ce que ça dit, c'est quoi? C'est qu'avant chacun des tests, tu vas m'instancier les classes point, la classe point, pardon, avec les valeurs suivantes dans add_p1 et dans add_p2. D'accord? Ça vous permet de ne pas devoir le réécrire à chaque début de test. Ok? Donc ici, ça vous dit, ça supporte l'assignation. Donc ça veut dire que ici, en mettant add_p1.x est égal à add_p1.y est égal à 42, moi ce que je devrais recevoir avec ça, c'est que add_pi.x est égal à 42 et que add_p1.y est égal à 42. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va vous sembler très bizarre ce que je vais vous montrer là. Mais en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va redéfinir la méthode égale. On va définir une méthode égale. Ça va jusque là ou pas? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Vous aurez fait comment, vous? Pardon? On va faire y égale y. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait def y égale y, entre parenthèses, enfin égale entre parenthèses y. Et en dessous, on a parenthèse y égale y. Comme ça? Mhm. Et qu'est-ce qu'on va faire pour x? Pareil. Donc là, vous comprenez bien que le y ici, là, le paramètre que j'ai passé, c'est nous qui l'avons défini comme ça. Hein. On aurait pu l'appeler autrement. Là, j'aurais pu l'appeler NB, ok? Pour dire nombre, d'accord? Ou myInt, ok? Je peux très bien l'appeler myInt ici. Ok? Je vais l'appeler NB, c'est mieux. Voilà, NB. Et pareil ici. NB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, en gros, la méthode qui est ici, en fait, c'est celle-là. Ok? Et celle que vous avez ici, là, c'est celle-là. Là, on a créé ce qu'on appelle un setter. Exactement. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas des choses que vous aurez à faire tout le temps, mais c'est important que vous voyez qu'on peut le faire. Ok? Donc là, si... Donc là, j'ai passé ça. Et avant, c'était des getters. Pardon? C'était des getters. Là, c'est des setters. Setter, c'est pour setter une value. Ok? Configurer une valeur. Vous avez enlevé Ah oui, merde. En effet, pardon. Donc là, je vais faire ça. Tac. Voilà. Donc là, j'ai fait mon test ici.
Et vous voyez, j'ai bien 42 et 42, d'accord? Donc, add P1 est égal point.new 1 et 2. Add P2 est égal point.new 3 et 4. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que add P1.x, je donne la valeur de add P1.y. Et add P1.y qui prend la valeur de 42. D'accord? Donc là, ça revient au même. C'est comme si on avait fait ça, d'accord? Add P1.x est égal 42 et add P1.y est égal 42. Je relance. Ça fonctionne bien. Début, quand on a fait add P1 égale à point, tu 1, 2. Ici, add P1 soit x est égal à 1, c'est ça? C'est ça. Ici, x est égal à 1. Après, on a rechangé. Là, on a add P1 et ici, on a add P2. OK? Et après, en bas, Et ici, là, ce qu'on fait, add P1.x, on définit que, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la méthode x égale, donc qui est ici, d'accord? Donc, si ça vous paraît plus clair, on peut se coller le égal, OK? Vous voyez? Ici, on a collé le égal. Donc ça, là, x égale, c'est ça. On fait appel à cette fonction-là. Et en gros, ici, regardez. Ça, c'est simplement un paramètre, d'accord? On a un peu fait ça, là, vous voyez? Là, c'est la méthode x égale qui prend en paramètre 42. Donc le paramètre 42, ensuite on le récupère ici, via nb, d'accord? Ici, ce qu'on fait, c'est que @x, on lui passe nb, et @x, il est retourné par la méthode x qui est juste ici, et qu'on appelle juste là quand on fait @p1.x. Et c'est la même chose pour @p1.y, d'accord? Ici, on a la méthode y égale, donc cette méthode-là, y égale, qui prend en paramètre 42, donc 42 qui est contenu dans la variable nb. Ici, on passe à la variable globale @y, la valeur de nb, et @y est retourné dans la méthode y, d'accord, donc return @y, qui est appelé ici, donc puts @p1.y. Et ici, c'est exactement la même chose qui se passe. donc ici, la méthode s'appelle xy, c'est ça? X égale ou y? Non, non, x égale, en effet, et y égale. C'est le nom de la méthode, exactement. Vous voyez? C'est un peu du bricolage. C'est pas du bricolage. En fait, là, si vous voulez, c'est vraiment... Là, c'est possible de le faire, ça. Je dis pas qu'on le fait tout le temps, mais c'est pour que vous puissiez... Pour pas que vous ayez de barrière mentale quand vous allez coder, ok? Oui? On peut faire ATTR. C'est ça. Vous pouvez utiliser les ATTR accessoires, comme on se l'a dit ce matin. Mais là, je veux que vous voyez ça aussi. ATTR accessoires, je vous laisserai regarder. Ça permet de faire ce qu'on s'est fait là, de manière encore plus simple. D'accord? ATTR accessoires, c'est un équivalent de ça. On va dire que c'est un alias, mais encore plus simple. Donc là, vous avez vu aussi comment est-ce que moi je testais mes fichiers en Ruby. Donc Ruby, puis le nom du fichier. D'accord? Ça vous permet, en fin de code, de faire vos propres tests. Ok? Là, ce qu'il y a dans mon soclaspec.rb, je le fais moi-même de mon côté, et je regarde si j'ai le résultat escompté. Ça va me permettre de mettre du débugage plus facilement, et de tester à ma propre guise. Ok? Donc là, c'est pas du bricolage, en fait, c'est pour que vous voyez aussi ce qui est possible de faire en code. Quelquefois, je vous vois coder, et vous hésitez de faire quelque chose. Vous hésitez à faire quelque chose, d'accord? Là, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire en code, il y a plein de choses qui vous paraissent impensables, mais qui se font. Là, on a quand même redéfini une méthode qui contient un égal, ok? Donc c'est pour vous dire, vous mettez pas de limite. Donc là, vous voyez, plus bas, qu'est-ce qu'on a? On a support relative move, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit qu'on a une méthode à créer qui s'appelle move, point d'exclamation. Qu'est-ce que je vous dis ce matin par rapport au point d'exclamation? Exactement. Donc, le point d'exclamation, quand vous ne le mettez pas, par exemple sur reverse, quand il n'y a pas de point d'exclamation, ça va uniquement modifier le résultat, d'accord? Quand vous mettez un point d'exclamation, ça va affecter la valeur de la variable qui lui est passée. Ok, donc là, ici, quand je mets un def move, point d'exclamation, et qu'entre parenthèses, je passe xy, ce que je veux, en tout cas là, ce que j'attends, ce que je vois moi, c'est qu'en gros, add p1, la position de add p1 soit égale à 6 et 7. D'accord? Donc ma position par défaut, moi, sur add p1, c'est 1 et 2. Donc là, je comprends que quand j'ai une valeur dans mon paramètre x,
il faut que je l'additionne à mon paramètre actuel, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon @x, maintenant, il va être égal à quoi? Il va être égal à quoi mon @x ici? Il va être égal à @x plus... Non, pas plus 5, plus x. Le 5, il est contenu dans le x, ok? Donc là, mon move point d'exclamation, il a deux paramètres qui vont lui permettre d'avancer, d'accord? Donc, relative au point sur lequel ils sont. Écoutez bien ce que je vous dis là, les gars, c'est important. Donc là, moi, par défaut, je suis en 1 et je suis en 2. Donc, si je lui fais avancer de 5 en x, ça fait combien 1 plus 5? Ça fait 6, donc là, j'obtiens bien 6. Et si je lui fais avancer de 5 alors qu'il est à la case 2, il arrive en case? Exactement. Donc là, ici, mon move, il va redéfinir les valeurs de @x et @y. D'accord? Ensuite, ici, on attend que @1.pos soit égal à 6 et à 7. Est-ce que j'ai un truc à faire là, en plus? Exactement. Là, il faut que je définisse pos. Et qu'est-ce qui retourne pos? Arrobase x et arrobase y dans un tableau. Exactement. Comme c'est mentionné ici, vous voyez, un tableau qui renvoie 6 et 7. En l'occurrence, 6 et 7, ce sont les valeurs de @x et @y. Donc, comme on n'est pas les dégoûtants, on va bien mettre le mot-clé return. Et là, du coup, je vais me faire mon p1.pos move, point d'exclamation, et je vais passer comme valeur 6 et 9. Ok? Donc là maintenant, quand je vais taper @p1.pos, pardon? Mais c'est pas grave. Les valeurs, tu passes celles que tu veux. Là, simplement pour vous montrer qu'on peut passer n'importe quelle valeur. Ici, il passe 5 et 5. Tout ce qu'on veut, c'est que la méthode move, elle puisse accepter deux paramètres. Donc là, si j'ai 1 et 2, ici, donc si j'ai 1 et 2 et que moi je passe 6 et 9, qu'est-ce que je vais récupérer comme valeur dans pos? Exactement, 7 et 11. Donc là, on va lancer le test pour voir que tout marche bien. Donc là, ils disent undefined method move for 42 array. Ah oui, pardon, j'ai fait un @p1. Ok, pardon. Donc là, je récupère 42 et 42. Et en effet, comme je ne puts pas mon @p1.pos, ça ne m'affiche pas de valeur. Mais là, je vais le faire. Et là, je récupère 42, 48 et 51. Ah oui, parce que, vous voyez, ici, j'ai redéfini x et y. J'aurais passé 42 et 42. Donc, 42 plus 6, ça fait combien? 48. Et 42 plus 9, ça fait 51. D'accord? Et ici, je récupère bien 51. Donc, on est bon. Ça a du sens ou pas? Donc ici, vous voyez, on a une autre méthode qui s'appelle move_to. Donc, tout à l'heure, on avait un move relatif, donc qui est relatif à une position initiale. Et là, on a un absolute move. Donc, un absolute move, c'est un mouvement absolu. Donc, il ne se base sur aucune valeur. Il va directement aller récupérer les valeurs qu'on lui passe. D'accord? Donc, ça, on peut le comprendre quand on regarde ce qu'on attend du comportement de la méthode move_to, qu'on va créer tout de suite. D'accord? Donc, def move_to, point d'exclamation, attend deux paramètres. Donc, encore une fois, ces deux paramètres, on sait qu'il s'agit des abscisses. Donc, on va les appeler x et y. Par contre, cette fois-ci, on ne veut pas faire d'addition, on veut directement que l'utilisateur, que le point, pardon, il move à ces positions-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? On va faire un setter, exactement. Et on va simplement faire un @x est égal x et @y est égal y. Encore une fois, je les ai appelés x et y, mais j'aurais pu les appeler nb et nb2.
Mais du coup, il aurait fallu que je tape NB ici. Et NB2 ici. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appeler cette méthode moveTo, à qui on passe 5 et 5. Et ensuite, on va afficher sa position, qui devrait être égale à... À combien? À combien devrait être égale la position de P1 là après? Combien? 5, 5, exactement. Donc on va se lancer le test. Je récupère bien 5 et 5. Ok? On va se faire le dernier ensemble. Donc ici, on a un test qui dit que on doit pouvoir supporter l'addition de 2 points. Ok? Oui. Donc, on va se créer une méthode qui s'appelle comment ici? Exactement. On va se créer une méthode qui s'appelle plus. Vous voyez, on peut même réécrire par-dessus la méthode plus. C'est pour vous dire à quel point, quand vous codez, ne vous bridez pas, les gars. Ok? Donc là, on crée une méthode plus. Est-ce qu'elle prend un paramètre? Ok, en effet. Elle prend un paramètre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'additionne P1 et P2? X de P1 plus X de P2 égale de P1 plus X de P2. Pardon? De P3. Hein? J'ai pas compris. J'ai dit c'est juste les deux X, X de P1 et X de P2 s'additionnent et les Y de P1. De P1 et de P2 s'additionnent, ça donne un P3. Ok, donc j'écris quoi là? P3 de X. P1 point X. Pardon? C'est pas P1 point X. Enfin, Ici, là. C'est P3 point X égale. Non. Ici, il n'y a pas de notion de P3 pour l'instant. C'est un nouveau point. Potentiellement. Bah, de toute façon, P3, regardez. P3, c'est une instance. Attendez. Ah, en effet. Donc, P3, c'est quoi? oh, C'est un nouveau point. Pardon? C'est un nouveau point. Ok, donc j'écris quoi ici? Bah, une variable égale point new. Donc là, je fais point est égal. Point.new. C'est tout. On lui passe les paramètres, en effet. X et Y. X et Y, comme ça. Non, non. Je passe quoi? On dit que point x c'est égal à arobase x plus nom point x. J'ai pas compris. On dit que point x, la variable qu'on vient de créer, Ok, donc point.x, comme ça. oui, là c'est égal à arobase x Arrobase x plus nom point nb.x plus nb.x. nb.x. Sûr? Vous êtes sûr, les gars? Là, ce qu'on veut, c'est pouvoir additionner 2 points. D'accord? Donc, add P1 plus add P2. Ça veut dire que ici, on va additionner la première valeur de point.new de P1 avec celle de P2. Donc, 1 plus 3 est égal 4, 2 plus 4 est égal 6. Ici, on a 4 et 6.
Personne n'a la réponse? Ici, on paramètre deux points de cette fonction. Dans la même chose avec Elle Y. prend paramètre deux points. Laquelle? Elle prend le paramètre Plus? ATP1 et ATP2. Plus? Celle-là, oui. Bah non, regarde ici, elle prend qu'un seul paramètre. Un seul. Regarde, la méthode elle est là, plus. Elle prend un seul paramètre. Donc là on est sur P1, et on va additionner P1 avec P2. D'accord? Donc P2 c'est le seul paramètre. Moi j'avais fait ça pour X, ça pour Y. Non, c'est pas pour le new. Pardon? C'est dans le point new en fait qu'on va mettre les. C'est le point new qui va prendre deux paramètres. Ok. Mais en fait, moi je prends une new. Parce qu'en fait, on fait le return direct. Mhm. Donc le point new c'est arrobas x plus point x virgule arrobas y plus point y. Enfin, Tu peux répéter? nb.x et nby. Donc, Donc je fais c'est quoi? un return direct du point, enfin du nouveau point en fait, D'accord. de point new. Et dans cette parenthèse-là, on va mettre nos deux paramètres qui correspondent à arrobas x plus nb.x virgule arrobas y plus nb.y. C'est pareil. C'est pareil, mais c'est beaucoup plus long de faire ça. C'est un peu plus concis, mais c'est pareil. Mais c'est pas un return point égal, par contre c'est retourne directement au point nu. On n'était pas obligé de passer par des variables. Y'a personne d'autre les gars pour participer? Vous êtes d'accord les deux? Toi et ton frère? Bah, j'ai juste un truc un peu plus long, mais ça revient même. On peut accéder au X. Personne d'autre que Samuel, pardon? On peut accéder au X et au Y de ATP1 à ATP2, c'est ça? On peut y accéder. Ici on veut quoi ici? On veut simplement récupérer dans P3 la valeur de l'addition de P1 et P2. D'accord? Donc P1, on est d'accord, c'est une instance de classe. Ok? P2 c'est pareil. Et quand on fait un dièse et on ouvre une accolade et on met at X, ça récupère le. C'est une bloc, ça récupère une accolade. Pardon? Quand on fait un hashtag, Mhm. on ouvre une accolade et on met la valeur à at X. Ça récupère la valeur du X, non? Non. Maintenant là c'est un tableau, du coup c'est pas un hash. Donc ça va, pour récupérer la première valeur, il faudrait que tu fasses first. Là, je vais lancer un petit test. Tac. Là, je récupère 1 et 2, d'accord. Et nous, ce qu'on va récupérer, c'est pas 1 et 2. C'est 1 et 2, plus 5 et 5. Enfin, ce qu'on va récupérer, nous, c'est 1
plus 3 et 2 plus 4. C'est ça, on va récupérer 4 et 6. Comme indiqué ici. Juste à la place de x, Ici? à la place de x, oui. Mhm. À la base x Ok. plus nbx. Plus nb.x. nb.x. Et y aussi, on met comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Donc là, NB, le NB qu'on récupère ici, qu'est-ce qu'il contient? X et y. Il contient X et Y. Ensuite, NB.X, il a sa propre valeur. Donc ici, en l'occurrence, c'est combien? P2, il vaut combien? nbx, c'est 3. Il vaut 3. Et NB.Y, il vaut combien? NB.Y, il vaut 4. Exactement. Combien est-ce que vaut at x ici? Exactement. Et at y, il vaut 2. D'accord? Donc, là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le NB qu'on récupère ici, c'est simplement les valeurs de at P2, ok? Si vous voulez, on se l'appelle P2 pour que ce soit plus compréhensible. D'accord? Ici, là, dans votre méthode plus, ce que vous récupérez ici, c'est la valeur de P2. Je l'ai appelé P2, mais encore une fois, on aurait pu la laisser s'appeler NB, d'accord? Donc ici, P2.x est égal à 3, puisque comme on l'a vu ici, P2.x est égal à 3. Et là, P2.y est égal à 4. Puisque pareil, on a initialisé sa valeur de y à 4. D'accord? Ensuite, at x, ici, ça correspond à quoi? C'est ça, exactement. Ça correspond aux valeurs de P1, puisque c'est sur P1 qu'on a appelé la méthode plus. D'accord? Donc, la valeur de x sur P1, c'est 1. Et la valeur de y sur P1, c'est 2. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne at x qui vaut 1 avec P2.x qui vaut 3. Donc ça nous retourne 4. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne at y qui vaut 2 plus P2.y qui vaut 4. Donc, ça nous fait bien 4 plus 6. Donc là, j'exécute mon fichier Ruby et j'obtiens bien 4 et 6. Puisqu'on a additionné 1 plus 3 et 2 plus 4 qui font 6. Ça a du sens pour vous, ça ou pas? Mais c'était pareil que ce que Daniel voulait faire tout à l'heure. Ok, excuse-moi Daniel, j'ai pas compris ce que tu m'as... En fait, on définissait un new point avec P en fait. Ok. C'est les mêmes arguments. D'accord, je comprends. 3 lignes au lieu d'une. Ok, ouais, c'est vrai que là, du coup, ce que ton frère a proposé, c'était de le retourner sur une seule ligne. Mais il n'y a pas de règle, dans tous les cas, c'est bon. Ici, la méthode X, elle s'applique sur pair, c'est ça? Un pair. J'ai pas compris. La méthode plus. Le plus, là, Oui, il s'applique. c'est ça. Parce que là, regarde, il a P sur P1. En fait, là, c'est comme si on avait un at P1 point plus, d'accord? Donc là, on a at P1 plus at P2. Ok? Donc vous voyez ce qu'on a là, ce qu'on avait là, c'est l'équivalent de ça. Ok? Là, on l'appelait comme ça, at P1 espace plus espace son paramètre. Mais en vrai, ça, c'est la méthode plus de P1, d'accord? Vous voyez? On a le point comme si ça avait... Ici, ça aurait pu être comme on passe reverse, par exemple, d'accord?
Ça a du sens pour vous ou pas là? Ah, ça a du sens. Ok, ça marche. Donc on va continuer un peu, d'accord? On va continuer un peu. Ici, donc ici on a Magic qui va détecter si notre point est à une place magique, d'accord? Donc ici, on a point.new, donc là c'est l'instanciation d'une classe, pardon. On lui appelle la méthode magique, d'accord? Donc magique avec un point d'interrogation. La classe point, c'est nous qui l'avons inventée. Donc c'est pareil pour magique avec un point d'interrogation, c'est nous qui allons devoir l'inventer, d'accord? Donc on va se créer cette méthode magique. Est-ce qu'il manque quelque chose là? Exactement. Ma méthode magique, ici, elle prend un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire quand on met un point d'interrogation sur une méthode en Ruby? Exactement. Ça veut dire que ça retourne soit true, soit false. D'accord? Vous pouvez faire une méthode magique avec un point d'interrogation qui ne retourne pas true ou false, mais il n'y aura pas d'erreur. Ce ne sera pas du code clean, ok? Parce que ça, c'est une convention en Ruby. Quand on met un point d'interrogation, on attend à ce que la méthode, elle retourne soit true ou false. Ok? Donc là, vous voyez ici, quand on l'appelle sur l'instanciation de classe point.new qui ne prend pas de paramètres, donc qui est par défaut à la position 0 et 0, on expecte que ça nous retourne false, ok? Donc to be falsy, ok? Par contre, ici, quand on instancie point.new et qu'on lui passe pour x 42 et pour y 42, Magic nous retourne true. Donc là, on devine quoi? On devine quoi sur la méthode Magic? Qu'est-ce qu'elle veut nous retourner? Oh, s'il est vide. Non. Ou si c'est pas égal à 42, Si c'est pas égal à Jao? 42, c'est fausse. Qu'est-ce qu'elle attend la méthode Magic? Que ce soit. J'ai juste compris qu'il faut que ça retourne soit true ou false. Ouais, mais là, dans ce cas précis là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que le test il demande? Bah, faut que ce soit juste. Ouais, c'est ça. Dans le cas où, 42. dans le cas où quoi? Dans le cas où Magic égale 42. C'est pas Magic qui est égal à 42 là. Ici, j'avais pas passé de valeur à ma classe, d'accord? Donc là, j'avais pas passé de valeur dans ma classe, ok? Donc x et y, comme ils avaient par défaut les valeurs 0 et 0, ici, Magic m'a retourné false. En revanche, ici, je définis x comme étant égal à 42 et y comme étant égal à 42. Et là, dans ce cas-là, par contre, Magic me retourne true. Ça veut dire qu'en gros, Magic, il va aller checker si x est égal à 42. et y est égal à 42. exactement. Donc là, il suffit que je fasse un return x est égal 42 end y est égal 42. D'accord? Là, les gars, ça sert à rien de me faire un return true if, ok? Parce que par défaut, ça retourne true, ok? Donc pas besoin de faire de return true if, ça c'est vrai. Puisque là, on retourne simplement le résultat de l'opération qui est vrai, ok? Ça retourne true. X est bien égal à 42 et Y est bien égal à 42. Si c'est pas le cas, ça retourne false. Donc pas besoin de spécifier return true if. Oui? On peut le faire, mais je veux pas qu'on le fasse. Parce qu'il y a des spécificités avec AND et OR, ok? Vous allez voir que AND et OR, ça n'a pas le même comportement que AND et pipe. Donc utilisez uniquement les symboles AND et les symboles pipe, ok? Donc là, moi si j'ai envie de faire le test, je vais me faire un petit test ici, donc ça je vais le... Tac. Donc là, je vais me faire un premier point
Et là, je vais put point, point magique. Là, c'est censé me retourner quoi, là? Jao seulement. Qu'est-ce que ça va me retourner, la magic? Point. Non. Car. Non. Oui? Non. Ça va retourner false. Pourquoi? Parce que là, mon point, il sera en position 0 et 0. En revanche, là, ici, quand je vais faire mon point 2 est égal à point new, et quand valeur x, je lui passe 42, et que pour y, je lui passe 42, Ça va être true. là, ça va être true. Ok? Non, on peut pas mettre dans la définitive, on met pas return true ou return false. Bah, ça, je viens de le dire à l'instant, mec. Ok? Regarde. Là, on aurait pu faire un return true if la condition, elle est true. D'accord? Mais la condition, elle retourne déjà true. Donc, on n'a même pas besoin, en fait, de mettre un return true if. Mais justement, je pensais que quelqu'un allait me le mentionner tout à l'heure, mais personne ne l'a mentionné. Mais c'est une question logique que tu viens de poser. Mais en effet, là, la condition ici, elle retourne déjà true ou false. Donc, pas besoin de remettre un return true if true. Ok? On va simplement retourner le résultat de l'opération ici. De la comparaison, pardon. La comparaison ici, la comparaison ici, c'est si x est égal à... En gros, ça veut dire si x est égal à 42 et que y est égal à 42, retourne-moi true. Si ce n'est pas le cas, tu me retournes false. Ok? Donc là, ici, pour récapituler ce qu'on vient de faire, point est égal point new. Comme on ne passe pas de valeur et que dans mon constructeur, j'ai passé les valeurs 0, 0 par défaut, ici, mes points seront sur les cordes. La valeur de mon x sera à 0 et la valeur de mon y sera à 0. Donc forcément, point.magic qui va checker les valeurs de x et de y. Oui? Est-ce qu'on peut écrire que x égale 0 et Pardon? après point new, Ouais. on peut mettre entre parenthèses 0, 0 ou pas? Ici, là, comme ça, là? Ouais. Oui. Là, on pourrait mettre 0 et 0. Sauf que quoi? Sauf que dans mon constructeur, j'ai déjà dit que si aucune valeur ne m'était passée, x serait égal à 0 et y serait égal à 0. Ah oui, donc c'est ça. Ok? Donc c'est inutile en fait. Quand je ne passe pas de valeur à ma classe ici, au constructeur de ma classe, par défaut, x et y sont égales à 0. D'accord? Par conséquent, lorsque j'exécute ma méthode magic, magic me retourne False. false. Exactement. En revanche, ici, Là, c'est true. point 2 est égal à point.new. Donc je définis x comme étant égal à 42 et y comme étant égal à 42. Donc quand je fais un put point2.magic, ça me retourne exactement. Donc là, dans le doute, on va l'exécuter et on va voir si je récupère bien false puis true. False puis true. Ok? Donc là, vous voyez, vous avez deux manières de tester votre script. Soit vous pouvez le faire depuis votre spec qui va exécuter les méthodes, les attributs, etc. qui sont contenus dans votre fichier. Soit vous pouvez interpréter votre fichier via la commande Ruby en lui passant le fichier que vous voulez exécuter. Là, je l'ai fait pour SoClass, mais vous pourrez très bien le faire pour un fichier qui s'appelle toto.rb par exemple. D'accord? On va même se faire un exemple. Là, regardez, je vais créer un fichier toto.rb, donc touch toto.rb. D'accord? Je vais l'ouvrir là, donc. Donc je vais l'ouvrir dans Vim. Donc là, je vais simplement faire un put de hello, ok? Donc là, si je fais un Ruby de toto.rb, il va m'afficher quoi? Hello, exactement. Donc je vais le supprimer. Et voilà. Ça marche? C'est un peu plus clair pour vous ou pas là? Ok, ça marche. Bon, si vous en chiez, c'est normal, ok?